le moment un peu traditionnel et un peu historique, comme disait Audrey, puisque grâce, finalement, il n'y a pas que des mauvais côtés du Covid. Grâce au Covid, un certain nombre d'actions de la filière ont été mises en sommeil, en stand-by, et du coup, nous laissant un peu plus de confort financier. Et ça tombe bien parce que nous étions surpris et impressionnés par les 17 projets que nous avons reçus à l'appel à projet. Hein, donc, c'est au moins 2 fois plus, sinon 3 fois plus que d'habitude, hein, puisqu'on on l'a notamment ouvert de façon très large à tous les partenaires de la filière. Donc, et je voulais remercier aux différents experts, à notre comité scientifique et à tous ceux qui ont accepté de relire ces projets, quelquefois un peu dans l'urgence, pour tenir les temps. La sélection a été difficile, a été finalement arbitrée par notre CODIR de façon transparente, franche, directe et honnête, comme nous travaillons depuis des années, dans la plurithématique et bref, avec nos diversités. Donc on est très fiers et de passer la parole chacun pour une présentation rapide. Donc je vois le premier qui est Pascal de Barbara. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui. Donc, et vous verrez la diversité. Il y a des projets, on va dire, de recherche préclinique, et celui de Pascal va être une démonstration, puisqu'il travaille à Montpellier, qu'il est chercheur. Nous aurons au moins un projet associatif. Enfin, vous verrez la diversité des thématiques, mais la richesse de ces thématiques. Voilà, Pascal, vas-y, commence. Eh ben, dans un premier temps, je voulais vous remercier pour la sélection et de notre projet. Donc, l'équipe que j'anime à Montpellier est une équipe INSERM, mais s'intéresse donc au développement et à la différenciation du muscle lisse digestif afin de mieux comprendre les pathologies digestives et les maladies rares. Je vous parlerai du syndrome de pseudo-obstruction intestinale chronique qui nous intéresse, afin d'essayer de proposer une thérapeutique qui soit ciblée sur le muscle lisse digestif. Donc, comme vous le savez, le syndrome POAC est une maladie rare digestive qui est caractérisée par des constipations chroniques et récurrentes. Tu as une diapo, oui. Pascal, ou pas, ou tu parles juste si tu as une Bon, c'est bien, ça va très bien. C'était juste parce que pour être sûr, pas de souci, vas-y. Donc, je peux le faire comme ça, il n'y a pas de schéma plus que ça. Donc, on s'intéresse au syndrome POAC, qui est une maladie rare digestive qui est caractérisée par des constipations chroniques et récurrentes, sans qu'aucun obstacle ne soit à l'heure actuelle mis en évidence. Et donc, si ce syndrome a été longtemps diagnostiqué par défaut par rapport, entre autres, à la maladie de Hirschsprung, récemment, un certain nombre de mutations ont été identifiées chez les patients. Et ces mutations ont été retrouvées dans des gènes qui ont codé pour des actines spécifiques du muscle lisse ou des gènes impliqués dans la contraction du muscle lisse. Et ceci est intéressant car dans l'équipe, on avait déjà réalisé un certain nombre d'études rétrospectives sur des tissus de patients POAC, mais aussi en dérivant des cellules musculaires des patients POAC. Et on avait pu montrer que ces cellules présentaient une altération du tissu contractile, donc des protéines impliquées dans la contraction des cellules musculaires lisses, et qu'elles étaient associées à une certaine immaturité de ces cellules musculaires lisses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les cellules musculaires lisses digestives ont la capacité, une fois qu'elles sont différenciées et fonctionnelles, de se dédifférencier, de perdre leur fonctionnalité pour hyperproliférer et augmenter le nombre de cellules. Et ce mécanisme qui se passe normalement pendant la période pédiatrique pour augmenter la taille de l'organe pourrait être réactivé chez les patients POAC de façon anormale et non contrôlée. Et ceci pourrait être une voie d'évaluation, de caractérisation de cette pathologie, mais aussi essayer de proposer de bloquer cette altération pour essayer de restaurer la fonctionnalité. Et donc, le projet qu'on a proposé, c'était en fait d'utiliser une culture cellulaire de cellules musculaires lisses digestives que l'on a développées au laboratoire qui nous permettent d'avoir des cellules immatures, des cellules musculaires lisses déterminées, différenciées et finalement matures, capables de se contracter, et d'essayer d'avoir une
cartographie de l'ensemble des gènes impliqués dans les différentes étapes de ces cellules musculaires lisses. Ceci va nous permettre de comprendre les gènes et les mécanismes impliqués dans ces différentes étapes, et en finalité d'aller voir, grâce aux anatomopathologistes des mardis, d'aller voir si les patients POAC possèdent une altération de ces marqueurs et essayer d'identifier spécifiquement l'étape de dédifférenciation observée chez ces patients POAC. De plus, en collaboration avec John Rendu, qui est un généticien et qui, à l'heure actuelle, est en train de cribler les patients POAC au niveau de la mutation ACTG2, donc l'actine du muscle lisse de type gamma, on pourra proposer des candidats gènes muscle lisse spécifiques qui pourraient être retrouvés mutés chez des patients ACTG2 non mutés, en fait, et donc essayer de proposer des gènes candidats pour essayer d'avoir une panoplie globale du patient POAC au niveau myologique. Alors, l'objectif à plus long terme est bien sûr de comprendre les mécanistiques, et ça, on travaille, je pense qu'on essaiera d'aller voir un petit peu la Fondation des maladies rares pour essayer de proposer des thérapeutiques à plus long terme. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Pascal. Vous voyez un bel exemple finalement de recherche préclinique, mais très adossée aux patients, au centre de référence, et qui n'est possible que par ces collaborations, généticiens, chercheurs du développement comme tu es, et cliniciens et associations de famille, puisque, enfin, je parle sous ton contrôle, Jean-Pierre, mais je sais que l'association des POIC est très associée à cette thématique et qui va même jusqu'à un PNDS derrière et une application sur la meilleure manière de les soigner. Tu veux donner un commentaire là-dessus? Oui. Merci Frédéric. Tout ce travail a été initié avec l'association des POAC qui a mis en place une banque d'ADN avec l'aide du Téléthon à l'époque, Généton, Téléthon. Et donc, c'est vraiment, tout ça est construit sur des bases qui sont effectivement la recherche, le soin et les associations. Et c'est remarquable, hein. C'est une petite association des POAC, mais comme quoi, avec de la volonté, on arrive à porter quand même des choses qui émergent. Et effectivement, l'association est très active, et si on fait juste un petit retour en arrière, en étant biologie du développement, j'étais très loin de la pathologie, et je me rappelle d'une réunion à Paris où justement tu étais présent et où tu m'as permis d'être en relation avec l'association des patients POAC, ce qui a duré maintenant depuis presque une douzaine d'années. Et donc, l'association est très active et il nous a permis d'avancer et d'aller de l'avant, effectivement. Merci beaucoup Pascal, et du coup tu seras invité dans 1 ou 2 ans à venir nous présenter les résultats de ce travail. Oui, ça sera avec plaisir. Donc on va changer de maladie, on reste dans les maladies rares, on va passer dans la hernie de coupole, et vous allez nous présenter donc Madame Tamazouz de Guidir, votre projet. On voit très bien vos diapos, si vous les mettez en plein écran, c'est parfait. Donc oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vous remercie également. Merci au jury d'avoir sélectionné notre projet. C'est un projet qu'on va faire ici sur le CHU Bicêtre avec l'équipe de pneumopédiatrie, la radiopédiatre, le docteur Wynne, la réanimation néonatale, le docteur Mokhtari et le docteur Le Sachet, et la chirurgie, le docteur Couquet. C'est un travail en fait sur l'évaluation à long terme de la fonction respiratoire et de l'imagerie thoracique chez les enfants suivis pour hernie de coupole diaphragmatique. Alors hier, il y a eu toute la session sur les hernies de coupole diaphragmatique, et donc comme vous le savez, ce sont des enfants qui sont à risque de faire des complications vasculaires et pulmonaires sévères, avec parfois des prises en charge cardio-respiratoires très lourdes en période néonatale. Et même s'il commence à y avoir des études un petit peu, il y en a peu sur vraiment le long terme. Et donc, sur Bicêtre, c'est un travail que j'avais présenté hier. On a fait une étude un peu pilote sur 16 enfants qu'on avait explorés, et on avait trouvé des anomalies très caractéristiques, très particulières, jamais rapportées dans la littérature, en tout cas sur le plan de l'imagerie, chez 3/4 des enfants.
Et en ce qui concernait la fonction respiratoire, on avait chez certains enfants des difficultés à les faire du fait de troubles du développement. Alors, c'est vrai que notre objectif à nous, c'était d'essayer de un petit peu caractériser la fonction respiratoire de ces enfants sur le long terme. On a dit à partir de l'âge de 5 ans, 5-6 ans, où on ferait une évaluation de la fonction, de l'imagerie thoracique, également au niveau de la fonction cardiaque, de l'oralité et également du développement neuropsychomoteur et des déformations thoraciques. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la prise en charge de ces patients sur le suivi à long terme. Et donc, notre projet, c'était d'organiser vraiment sur le plan clinique des hôpitaux de jour. Pour cela, grâce à ce projet, on a acquis un temps de secrétariat qui va nous être très précieux pour l'organisation pratico-pratique. Et l'idée, c'est d'avoir donc une consultation pluriprofessionnelle lors de cet hôpital de jour avec le réanimateur, le chirurgien, le pneumopédiatre. On a mis au point un questionnaire médical systématisé qui va nous servir. Bien sûr, l'examen clinique des enfants, la recherche de déformation thoracique, la prise de constante. Là aussi, c'était des fois un peu sportif de faire tout ça dans un box de consultation. Là, c'est vrai que ce projet nous permet aussi d'acquérir ce matériel qui sera dédié pour ces consultations en hôpital de jour avec le saturomètre portatif, le Dynamap. Ensuite, on avait prévu donc l'échographie cardiaque, très importante pour la recherche d'hypertension artérielle pulmonaire à distance, l'évaluation des fonctions rénales et hépatiques chez des enfants lourdement pris en charge sur le plan réanimatoire néonatal, le bilan allergologique plus comme la recherche de cofacteurs qui peut expliquer des symptômes respiratoires chez ces enfants. Et puis, pareil, les scores de qualité de vie, le score de troubles de l'oralité également. Et puis, sur le plan de l'imagerie, grâce à notre radiologue, le docteur Huynh, on a mis au point un protocole de suivi par IRM thoracique qu'on avait prévu de faire de façon systématique à tous ces enfants, plus ou moins scanner thoracique si ils avaient des symptômes respiratoires ou si l'IRM nous semblait anormal. Et donc, il y a un protocole spécifique et notamment, le docteur Huynh a inclus des séquences dynamiques pour évaluer le mouvement des coupoles diaphragmatiques chez ces enfants opérés. Et puis, finalement, ce qu'on avait eu du mal à faire, et le projet va nous aider un petit peu à caractériser ça, c'était plus la partie fonctionnelle respiratoire. Alors, on avait essayé de faire des épreuves fonctionnelles respiratoires standards comme on fait chez les grands enfants, et on s'était confronté à des difficultés où les enfants n'arrivaient pas de façon active à inspirer, expirer le temps nécessaire à faire ces explorations. Et donc, il y a un matériel qu'on appelle le TrémoFlow et qui, grâce à ce projet, va nous permettre de l'acquérir, qui permet d'évaluer les résistances pulmonaires, mais également la compliance pulmonaire. Donc, une donnée qui va être très importante chez ces enfants opérés de hernie de coupole diaphragmatique. Et l'idée, c'était un peu de comparer ces différentes techniques. Alors, on avait étalé un petit peu les choses sur les 2 prochaines années avec vraiment une intervention de plusieurs spécialités, de plusieurs disciplines. On avait inclus aussi, si besoin, les psychomotriciennes, la diététicienne s'il y avait besoin, les infirmières, le temps de secrétariat et donc toutes les équipes médicales, le labo des EFR également qui sont avec nous. Donc, c'est vraiment un projet multidisciplinaire. Et donc, vraiment, ça va être une évaluation de la fonction respiratoire, mais également, on en profitera à côté pour voir leur développement et s'il y a des déformations thoraciques, d'essayer un petit peu toujours de corréler ça aux données anténatales. Et l'idée aussi, après, c'est de comparer la fonctionnalité respiratoire et les imageries en coupe, et notamment les séquences dynamiques sur les coupoles diaphragmatiques. Donc, vraiment, notre idée, c'était après d'essayer d'établir un protocole de suivi de ces enfants sur du long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ravi de soutenir ce projet très pratique porté par un pneumopédiatre pour des malformations de coupole et digestives sur le développement de ces enfants avec donc une organisation et une prise en charge multidisciplinaire. Donc, super. Je pense que je vais vous féliciter. Bien sûr que vous souhaitez
la mise en place rapide et la faisabilité de cette étude qui avait été évaluée comme tout à fait faisable, utile et très pratique. C'était les critères qui étaient ressortis dans l'évaluation. Et puis, vous invitez, comme je le ferai pour tous les autres, à venir nous présenter vos résultats, votre organisation, mais vos résultats sur l'analyse fine de la fonction ventilatoire chez ces patients. Bravo en tout cas. On va changer, on va revenir à Lille. Audrey Lecouvre, qui a déjà parlé, qui est orthophoniste et qui va donc vous parler de succion. Oui, alors là, voilà, c'est un commentaire off. Je n'ai pas mon écharpe du LOSC autour du cou. D'ailleurs, je ne pense pas en avoir jamais eu une. Mais on est les champions. On n'a pas vu qui parlait, mais… Et quand va enfin, Audrey? Donc, moi, je vais vous présenter donc un projet de recherche qui s'appelle ESAO. C'est l'évaluation des capacités de succion des bébés nés avec une atrésie de l'œsophage au cours des 3 premiers mois de vie, et qui est une étude qu'on fait en collaboration avec l'équipe du CNRS de Strasbourg et de Luc Marlier, qui est chercheur au CNRS. Alors. Donc, on sait que les bébés qui naissent avec une atrésie de l'œsophage ont un vécu oral particulier avec la mise en place d'une sonde d'aspiration dont on a parlé déjà ce matin, une sonde d'aspiration salivaire dès le diagnostic, une opération de remise en continuité de l'œsophage, plus ou moins fermeture de fistule entre J0 et J2, une opacification entre J4 et J6 qui nous donne le feu vert pour un début d'alimentation orale, donc une opération… Enfin, la remise en continuité quand elle est possible, en initial bien sûr. Donc ça, c'est pour les formes les plus simples. Une autonomie alimentaire et une sortie entre 2 à 3 semaines. Et dans le PNDS, il est recommandé de proposer une consultation en consulte externe à 1 mois et une consultation pluridisciplinaire à 3 mois, donc consultations qui sont proposées au CHU de Lille dans le cadre du CRACMO, du Centre de référence des malformations chroniques et malformatives de l'œsophage. Donc, dans cette étude, nous avons posé plusieurs hypothèses. La première, c'est que les bébés qui naissent avec une atrésie de l'œsophage ont des compétences de succion initiale, donc à la naissance, différentes de celles d'un bébé qui naît sans affection, de par l'expérience néonatale précoce qui est déjà différente. Et notre seconde hypothèse, c'est que l'opération œsophagienne et l'arrêt alimentaire précoce et initial pourraient majorer les difficultés de succion dans les jours, semaines ou mois qui suivent. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de comparer à la naissance, donc avec une petite marge, on a mis entre J0 et J2, les performances de succion des bébés qui naissent avec une atrésie et de les comparer à celles des bébés indemnes d'affection et de comparer ces performances-là sur différents temps, à J4, J6, donc juste après la remise en continuité œsophagienne, à 1 mois de vie et à 3 mois de vie, de réévaluer ces performances-là et toujours de les comparer à une population de bébés indemnes d'affection. Donc, ce travail se fait en collaboration, comme je vous l'ai dit, avec le CNRS et Luc Marlier, qui met à disposition un succiomètre. Donc, un succiomètre, c'est un outil un peu innovant qui est en fait une tétine de succion non nutritive qui est munie de capteurs de pression qui sont reliés à un ordinateur. Et donc, l'enregistrement se fait en proposant au bébé une tétine, donc ATT, pendant 5 minutes. Et on enregistre du coup la pression positive qui correspond au mouvement d'écrasement du bébé sur la tétine et la pression négative qui correspond à l'aspiration que le bébé va mettre sur cette tétine. Donc, un relevé qui va se faire à ces différents temps. C'est une étude pilote, prospective monocentrique initialement et observationnelle qui est proposée au CHU de Lille, avec du coup dans notre CHU entre 10 à 12 naissances de bébés avec une atrésie de l'œsophage. Et donc, on a vu avec les biostatisticiens qu'il nous faudrait inclure 30 patients avec une atrésie de l'œsophage, donc une étude qui va se mener sur plusieurs années initialement. Et voici un petit peu le design de l'étude. Donc, les bébés… en haut, vous avez la population de bébés nés avec une atrésie et en dessous, la population de bébés indemnes d'affection.
Entre J0 et J2, on ferait une première évaluation pré-anastomose, donc juste avant l'opération. Ensuite, on referait une évaluation de 5 minutes de succion non nutritive avec le succiomètre à J4, J6, post-anastomose. On referait une troisième évaluation à 1 mois de vie au décours de la consultation avec le chirurgien et on referait une quatrième évaluation à 3 mois de vie au décours de la consultation pluridisciplinaire qui est proposée à ces bébés. Et on referait aux mêmes âges cette évaluation qu'on proposerait donc à des bébés indemnes d'affection qui seraient recrutés du coup à la maternité du CHU de Lille. Les objectifs de cette étude, c'est de mieux connaître les composantes de la succion qui pourraient être défaillantes chez les bébés avec une atrésie de l'œsophage. On a beaucoup parlé ce matin dans la journée, la matinée de l'atrésie de l'œsophage, des protocoles de sollicitation orale. Et donc, ça nous permettrait aussi peut-être de concevoir et de valider des nouveaux protocoles qui pourraient mesurer les effets précis sur la succion du bébé et optimiser du coup la prise en soin de ces enfants en connaissant mieux cette population et leurs compétences de succion. Je vous remercie du coup pour votre attention. Merci beaucoup Audrey. Avez-vous une question, un commentaire sur ce projet? C'est à nouveau, ce type de projet, c'est un peu comme la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec les POIC et Monsieur de Santa Barbara, c'est le fruit d'une rencontre finalement. Le fruit d'une rencontre d'une équipe de chercheurs qui a mis en place, qui s'intéresse au développement de la succion, de la déglutition et qui a mis en place un outil chez le prématuré, si je me souviens bien. Et Luc Marié, vous le verrez demain, puisqu'il participera à notre table ronde, enfin à la séance demain matin sur manger, parce qu'il s'intéresse en physiologie au développement de tous les mécanismes qui vont amener au développement d'une oralité normale. Donc un outil mis en place par des chercheurs pour suivre le développement normal d'un bébé, le développement des prématurés, à une rencontre avec une orthophoniste, Audrey, spécialisée dans ces problèmes de troubles de l'oralité, notamment dans l'atrésie de l'œsophage, et qui a débouché, un peu comme la réflexion de tout à l'heure, sur la conjonction d'approches différentes, d'outils différents qui vont permettre de façon objective de répondre à cette question. Voilà. Exactement, hein, je pense que c'est là que… Voilà, c'est donc… et c'est pour ça que les rencontres de face à face sont importantes, puisque c'est probablement lors de la prise d'un café, une pause du DU de l'oralité, puisque Luc Marlier intervient depuis le début, je pense, où on a créé le DU des troubles de l'oralité alimentaire de l'enfant. Il vient fidèlement nous parler de sa passion, qu'est le développement de l'oralité, et ça a été lors d'une discussion avec Audrey qui essayait d'avancer sur la meilleure compréhension, et vous voyez comment on arrive à des projets très originaux. Voilà, donc merci beaucoup Audrey. Alors là, je suis perdu. Je ne sais plus qui c'est. C'est Sébastien maintenant ou… Oh là là. Donc on va continuer dans les projets lauréats de l'année. Je pense qu'on repasse à la hernie de coupole diaphragmatique. Bon, c'est pas grave, tu veux bien. Donc Sébastien Mur, que vous connaissez, donc qui pilote à Lille avec Laurent Storm le centre de référence sur la hernie de coupole et qui est donc lauréat cette année sur une partie de votre registre. Enfin, je vais te laisser expliquer, en tout cas un élément du registre. Ouais. C'est ça. Ah. Excuse-moi Emmanuel, je te donnerai la parole après, j'étais perdu. Ça devait être Emmanuel Mas, mais il arrivera, vous inquiétez pas. Ça va aller, vas-y. C'est bon. Bonjour à tous. Du coup, à mon tour, je vais vous remercier d'avoir bien voulu choisir ce projet. Alors, il n'y a que mon nom qui est inscrit sur la diapo, mais vous allez voir que c'est un projet qui est multicentrique et qui est porté par pas mal de monde. Donc, ça porte donc sur la création d'un registre multicentrique qui va justement compléter la base de données nationale qui existe actuellement et qui a pour but vraiment de se concentrer sur les paramètres néonataux pour les soins apportés aux nouveau-nés porteurs de hernie diaphragmatique.
Donc, on sait que dans la hernie diaphragmatique, il y a des recommandations nationales, il y a un PNDS, il y a des recommandations internationales. On a des grandes idées sur quelle est la prise en soin optimale, et le fait d'avoir ces idées a déjà amélioré le pronostic de ces enfants. Mais on voit aussi qu'il reste des différences de pratique et il reste des différences de devenir d'un pays à l'autre, voire d'un centre à l'autre. On est sur, pour prendre quelque chose de très caricatural, en termes de taux de survie dans la hernie diaphragmatique. En fonction des pays, ça peut varier de 40 à 80% de taux de survie, toutes formes confondues pour la hernie diaphragmatique. Donc là, je parle de survie à 6 mois, donc je parle de choses qui concernent essentiellement la période vraiment périnatale immédiate. Donc, on sait qu'il y a des choses extrêmement critiques et extrêmement aiguës qui se passent au tout départ de la prise en soin et des soins apportés à ces bébés. Mais on sait qu'il y a encore plein de choses qui sont très mal définies au niveau de ce qui est, entre guillemets, le mieux. Donc là, par exemple, j'ai pris plusieurs exemples. Le mode de ventilation utilisé, donc ventilation haute fréquence ou ventilation conventionnelle, les médicaments de sédation et le mode de sédation utilisé, l'utilisation des curares, par exemple, les doses de médicaments optimales, plein d'autres médicaments, notamment les traitements contre l'hypertension artérielle pulmonaire, tous les vasodilatateurs. Est-ce qu'il faut mettre un drain pleural? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? À quel moment est-ce qu'il faut opérer? À quel moment est-ce qu'il faut extuber ces enfants? Ces choses-là, on ne connaît pas vraiment bien quelles sont les meilleures choses à faire. Et on voit, quand on discute avec les gens, vraiment des grandes différences de prise en charge un peu partout en France, parce que actuellement, on ne sait pas ce qui est le mieux. Donc, on est sur une maladie rare. Il y a extrêmement peu d'essais randomisés qui permettraient d'avoir des hauts niveaux de preuves et de savoir très précisément quoi faire. Et c'est extrêmement compliqué de les organiser. Donc, ce qu'on propose de faire et ce à quoi on va s'atteler maintenant, c'est recueillir des données extrêmement précises. Donc là, je vais vous détailler un tout petit peu, mais on est sur plus de 400 données par patient pour juste cette première période de vie, pour essayer de corréler ces données avec le devenir des enfants, pour voir s'il y a des corrélations qui existent entre des manières de faire et des devenirs qui sont plus ou moins bons. Donc l'idée, c'est d'étudier la survie, évidemment, mais aussi les traitements qu'on doit utiliser, la durée d'hypertension pulmonaire, la durée d'oxygène, en fonction de ces choses qu'on essaye d'étudier, le mode de ventilation, le mode de sédation, etc. Donc là, on va regarder essentiellement du court terme. Il y a un tout petit peu de long terme dans cette base de données, mais c'est vraiment une base de données qui est spécifique et qui ne va pas du tout rentrer en concurrence avec la base de données nationale qui, elle, va regarder du devenir à beaucoup plus long terme et sur des items beaucoup moins précis que celle-ci. L'idée étant d'avoir des idées sur la meilleure manière de faire. Donc, on va regarder des bases de données qui sont aussi anténatales pour corréler notamment les critères de gravité anténataux avec ce qu'on va déterminer pour la suite de la prise en charge. Et puis, donc, pour l'instant, où est-ce qu'on en est de cette base de données? Donc, on a eu cette idée et on voit vraiment venir la nécessité de cette base depuis quelques années. Donc, on a commencé avec la cohorte lilloise donc de 2010 à 2018. Et puis, on a, à l'occasion de venues d'internes, d'interchus, de discussions, recueilli les données dans 2 autres centres qui sont Kremlin-Bicêtre et Lyon. Donc, ces recueils, pour l'instant, ils ont été faits par des internes, donc par une interne à Lille qui s'appelle Sandrine Vu, par 2 internes à Bicêtre et à Lyon. Et là, on a cherché à passer à la vitesse un peu supérieure. Donc, évidemment, on a déjà une déclaration CNIL. On a déjà porté à l'attention de la CNIL que ce registre était en train de devenir multicentrique. Là, on a maintenant fait une vraie création de registre avec toute la manière chronophage que ça a. Et puis, donc ça, c'est là où on en est là maintenant.
On a mis pour l'instant des moyens qui viennent du centre de référence. Notamment, on a financé un ARC pendant 8 mois sur les finances du centre de référence. On a été aidé, et je les remercie encore, par la Fondation SNCF via la Pédia en 2019. Et puis, on a pu faire s'impliquer la plateforme Maladies Rares Paris Sud pour nous aider en partie sur les données de Bicêtre. Mais là, si vraiment on veut avancer, eh ben, il faut qu'on aille plus loin. Donc, on a demandé le recrutement d'un ARC qui a été financé grâce à ce projet. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une belle base de données qui va nous permettre de répondre à des questions. On a déjà des premiers résultats, et notamment hier, on a pu présenter une étude dans ce contexte. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien, du coup, pour ce projet donc, qui vient compléter votre base de données, j'ai bien compris, avec des données beaucoup plus fouillées. Donc là encore, rendez-vous dans quelques années quand même, le temps de la monter, d'avoir des analyses, mais dès que vous avez au moins des choses, puisqu'on vous redonnera la parole pour le montrer. Merci beaucoup, sauf s'il y a une question qui est remontée ou autre. Voilà, on va passer sur... merci, il faut qu'on avance un peu. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Hugo, qui est membre du CODIR, pour annoncer les 2 prochains lauréats qui sont des centres de référence des mardis. On va dans le sud. On va dans le sud, ça va nous réchauffer. C'est Emmanuel Mas qui est appelé à nous présenter. Emmanuel, es-tu là? Oui, je suis là, mais ce n'est pas moi qui vais présenter, c'est notre infirmière coordinatrice, Marilyn, qui va présenter le projet porté par les infirmières. Donc, c'est un projet là d'harmonisation des soins entre différents centres hospitaliers. Et donc, effectivement, c'est très bien que ce soit l'infirmière coordinatrice qui présente. Alors, je ne sais pas si on va avoir la présentation. Normalement, je vous l'ai envoyé. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez ou pas? On cherche. Oui, c'est celui-là. Alors. On ne vous verra pas? Non, mais moi, j'ai partagé avec le Zoom, mais si vous ne l'avez pas, vous avez le backup chez vous. Alors, vous me dites diapo suivante s'il y a besoin? OK. Allez, alors, on y va. Attends 2 secondes, Jean-Pierre, parce que... Sinon, parce que nous, je vous l'ai mis en partage, mais vous ne l'avez pas reçu. Alors, escape. On l'a, elle est... Ça y est, c'est nous, c'est vous? C'est nous qui passons, ça y est. Démarrer ma vidéo. C'est bon, donc, quand vous voulez. Bon, ouais, normalement, c'est bon. Donc, du coup, moi, je m'appelle Marine Gasperoni, donc je suis l'infirmière coordinatrice sur le centre de référence agréé NPAD de Toulouse, de l'hôpital des enfants de Toulouse. Et du coup, notre projet, c'était pour améliorer la prise en charge de proximité de nos patients en nutrition parentale à domicile et améliorer du coup la collaboration avec le système de soins de proximité dans la prise en charge et le suivi de la nutrition parentale à domicile. Alors, Donc, j'ai passé la diapo suivante. Ouais, okay. Donc, nous, sur le centre de Toulouse, donc, actuellement, nous suivons 30 patients en nutrition parentale à domicile. Leur localisation s'étend donc sur 3 régions, donc l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire. Alors, initialement, c'est les parents qui sont formés sur notre centre et qui font les soins au domicile sur leurs enfants. Il peut y avoir aussi, du coup, l'intervention d'infirmières à domicile pour les soins quotidiens. Donc, quand des situations d'urgence le nécessitent, l'hospitalisation se fait plutôt dans le centre de référence à Toulouse. Et diapo suivante, peut-être. Non, attends. Donc, se fait sur Toulouse et il peut y avoir aussi certaines hospitalisations qui se font sur les CH de proximité. Donc là, nous en arrivons à la suivante, voilà, sur les problématiques rencontrées. Donc moi, c'est vrai que je suis infirmière coordinatrice sur d'autres centres de référence et de compétences au sein de l'hôpital des enfants de Toulouse. Donc, je n'arrive pas à me déplacer et à rencontrer pour former sur place les professionnels de santé de proximité et les cabinets d'infirmières libérales.
Donc, quand l'hospitalisation dans ces centres se présente, souvent, c'est vrai que j'ai un retour des professionnels de santé qui se sentent un petit peu en difficulté et qui me posent de nombreuses questions sur les manipulations des voies centrales et de la nutrition parentérale. Et en parallèle, j'ai aussi du coup les familles qui ont des retours assez négatifs sur les manipulations en fonction des différences, en fonction des soignants qui les prennent en charge dans ces centres. Donc là, voilà. Donc du coup, l'objectif, le projet, c'est surtout pour apporter de la cohérence dans le suivi de nos patients en nutrition parentérale à domicile. Donc former les professionnels de santé de proximité et uniformiser nos pratiques infirmières. Alors, c'est aussi, du coup, favoriser la collaboration avec les structures périphériques pour optimiser leur prise en charge et ainsi apporter sécurité dans leur prise en charge aux patients et ils gagneront, du coup, en qualité de vie. Alors là, on va parler plutôt des outils qu'on a décidés. Alors, on est parti sur la réalisation de supports visuels à type film et tuto qui reprendront les thématiques sur les règles d'hygiène et d'asepsie pour la manipulation de voies veineuses centrales, les différentes étapes de branchement et de débranchement d'une nutrition parentérale, la réfection d'un pansement de voie centrale à type Broviac, c'est ce qu'on a du coup, c'est la seule voie centrale qu'on a nous sur Toulouse, et les techniques de prélèvement et d'injection sur la voie veineuse centrale. Donc pour cela, du coup, en parallèle, nous voulons faire l'achat de mannequins adaptés pour pouvoir réaliser les films et des quiz d'évaluation pour la partie évaluation des acquisitions. Donc sur notre stratégie, sur le programme, on aimerait du coup pouvoir réaliser les outils jusqu'à la fin de l'année, donc avoir jusqu'à décembre 2021 pour les réaliser. Ensuite, en 2022, on voudrait présenter du coup le projet aux différents centres et professionnels concernés. Donc là, je pensais plutôt par visio, m'entretenir avec les cadres de santé et les responsables des cabinets d'infirmiers pour leur présenter et surtout leur expliquer que l'objectif, c'est vraiment qu'ils s'approprient en fait les techniques d'apprentissage pour voir les films et surtout pour s'entraîner à manipuler dans leur centre. Et ensuite, pour finir, du coup, prévoir un temps d'évaluation qui sera du coup en 2023 avec des quiz qui seront envoyés et peut-être aussi des mises en pratique, ça je réfléchis encore, pour évaluer les mises en situation de professionnels qui seront référents de chaque centre et de chaque cabinet de libéraux. En perspective, je me suis dit aussi que la réalisation de ces outils pourra peut-être m'aider à améliorer la formation aussi du personnel soignant de l'hôpital des enfants de Toulouse, qui sont susceptibles aussi de prendre en charge nos patients en nutrition parentérale, et de voir aussi peut-être enrichir la formation initiale des familles et surtout la formation peut-être un atelier de renforcement en distanciel avec les familles qui auraient des soucis sur les manipulations de voies centrales. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On voit que c'est un projet qui répond à une question concrète que tous les centres de référence se posent en fait. Tous les centres de NPAD sont un peu dans cette situation. Donc du coup, je dirais que c'est presque un projet pilote et ce serait là aussi, comme le dit Frédéric, bien que le retour soit fait et que si ça marche, eh bien, qu'on utilise cette expérience pour développer ailleurs. Les réseaux que représentent les CRMR, je pense qu'il faut beaucoup les envisager comme ça. Il y a quelqu'un qui a une idée, qui essaye un truc, ça marche, on essaye de le développer ailleurs, sous la forme de ce qu'on vit, bien sûr, hein, c'est pas imposé. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Alors, le projet suivant vient de Lyon, avec Noël Peretti. Je ne sais pas, Noël, si tu es là. C'est sa collègue. C'est Claire Bordard. Et donc, le projet, c'est sur les hypocholestérolémies intestinales génétiques rares, qui sont un sujet d'hyperspécialisation à Lyon. Et donc, on vous laisse nous raconter ce projet. Claire Bordard.
On n'a personne en ligne? Il n'y a personne de connecté? Personne de Lyon? Oh. On n'a pas Lyon. Alors, Noël Peretti doit venir, il doit être dans le train. Donc, je pense qu'il doit être en train d'arriver pour... il est prévu qu'il soit là demain. Voilà. Bon, eh ben, on laisse tomber. Donc, voilà. Oui. Et puis, je passe le micro à mon collègue du COPIL des mardis, Benoît Decavel, qui représente les associations. Je te remercie, Jean-Pierre. Donc, je me mets derrière Jean-Pierre et on me voit quand même. Incroyable. C'est la technique. Donc là, on passe à la remise du lauréat côté association. Je fais 30 secondes par rapport... Oh là, incroyable. Oh bah, alors, si c'est ça, je vais passer très rapidement la parole. Mais juste avant, quand même, sur les 17 projets, il y en avait 3 associatifs. Les associations se réunissent sous l'impulsion notamment de Marine, ici présente, et Audrey qui supervise. On se réunit en général tactiquement une semaine après le CODIR FIMATO. Donc, c'est voulu, hein. C'est pour s'en inspirer à fond. Et cette année, il y avait le webinaire et qui était un grand succès et il y a eu l'appel à projet. Donc là, il y a un gros boulot qui a été fait et puis il fallait bien un gagnant. Le gagnant, c'est c'est la synergie de 2 associations. Donc ça, il faut avouer que ça a beaucoup plu au jury. Travail collaboratif qui va dans l'esprit FIMATO transversal. Et c'était également le projet le plus abouti. Moi, ça a été un crève-cœur. Heureusement qu'il y avait les médecins dans le jury également qui m'ont aidé à décider parce que moi, je voulais faire Jacques Martin. Vu que tout se tenait en un point, hein, ça tournait autour des 20 points, il ne faut pas le dire, mais globalement, voilà. Donc, je laisse la parole à Catherine Capre ou Manon Pichy pour présenter le projet gagnant des associations. Voilà. Bon, je me permets de dire les premiers mots, Catherine, si tu me permets. Donc, d'abord, merci beaucoup au CODIR FIMATO et à toutes les personnes qui ont évalué notre projet de le rendre possible. C'est un projet du coup qui porte sur le vivre avec la nutrition artificielle à domicile dans un but voilà, de donner la parole en fait aux familles sur ce que ça représente au sens global et pas seulement au sens médical. Donc au niveau des maladies concernées, c'est l'ensemble des maladies rares abdominaux-thoraciques qui nécessitent une nutrition artificielle, que ce soit de la nutrition entérale ou de la nutrition parentérale, chez les enfants, mais également chez les adultes, qu'elles soient d'origine génétique, neurologique ou de malformation. C'est beau. C'est très beau. Hein. Donc, la thématique du projet, c'est l'amélioration du coup de la prise en charge des patients en prenant en compte tout ce que cela implique au quotidien dans la vie des patients, en fait, d'avoir une assistance nutritive. Catherine, tu veux... L'objectif du projet est donc de l'amélioration de la qualité de vie des patients et de la prise en charge de leurs soins et de leur parcours de soins, surtout au niveau de la nutrition entérale et parentérale, enfants et adultes. Et pour ça, on passe par l'outil d'un questionnaire qui va être... qui a déjà été, enfin, qu'on a commencé à rédiger, qui est déjà énorme et qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer dedans parce que va falloir je pense qu'on le découpe en 2 parties, une partie pour les enfants et une partie pour les adultes parce que c'est trop, non, c'est trop énorme sinon et ça risque de décourager les gens. On espère à peu près 500 réponses pour pouvoir avoir un éventail. Oui. Je crois que je vais trop vite. C'est ça? Vas-y, continue. Je rattrape. Donc, c'est réalisé sous forme d'enquête un état des lieux pour mettre en évidence tout ce qui coince et essayer d'améliorer les choses. Et en même temps faire valoir l'expertise des patients et des familles sur la nutrition artificielle à domicile
et essayer de voir aussi tout ce qui coince au niveau des instances, des relations avec les soignants, avec l'administration, avec l'école, avec le milieu du travail, etc., pour voir ce qu'on peut améliorer. On espère aussi, avec tous ces résultats sur à peu près 500 répondants, c'est ce qu'on espère, pouvoir dégager des pistes pour faire quelque chose d'un peu plus aidant et facile pour la vie à domicile. Et en même temps, on voudrait utiliser ce questionnaire pour que les hôpitaux et tous les prescripteurs se rendent compte de l'impact que peut avoir une NAD sur les patients et sur la vie de famille et sur tout l'entourage en général et surtout toute la vie, je vais dire privée, non, la vie au quotidien. Voilà. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose? Diapo, c'est bon. C'est fini. Il y en a encore un petit peu, je crois. En tout cas, merci parce que, à ceux qui nous ont sélectionnés, parce que comme c'est le seul projet sur les associations par rapport à la recherche médicale, et je pense que ça peut aider aussi les médecins et les prescripteurs parce que ils ne se rendent pas forcément compte de la façon dont on est obligé de vivre cette NAD à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir, aussi bien sur le patient, sur la famille, sur le couple, sur l'avenir de chacun et même sur la famille au sens large. Voilà, le programme du questionnaire qu'on a déjà bien développé, mais on est déjà à plus de 150 questions, donc et on n'a pas tout vu. Donc on a encore beaucoup de boulot. Il y a encore une diapo? Oui, il me semble. Donc on a aussi au niveau du comité de pilotage, donc il y a Catherine et moi-même, on s'est entouré d'un comité scientifique. Donc on voulait être entouré d'un médecin nutritionniste et aussi entouré d'infirmières ou infirmiers coordinateurs. Donc, nous avons marqué le poste en pédiatrie à la Timone, et l'honneur de participer au projet, ainsi que Claude Bien, infirmier coordinateur hospitalier de Beaujon. Donc, on est contente. On a toutes les parités professionnelles, hommes-femmes et Paris-Marseille, pédiatrie adulte. Donc, voilà. Et Nord-Sud. Nord-Sud, voilà. Donc, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, ressources et conclusions, du coup, on voudrait faire une analyse quantitative et qualitative du coup du résultat. Il va nous falloir avoir recours à un statisticien parce que, bien entendu, le quotidien, on le connaît bien, mais les statistiques, ce n'est pas notre domaine, donc on saura s'entourer de professionnels pour avoir quelque chose qui soit positif. Donc voilà, il faudra plus d'amélioration pour la qualité de vie dans la prise en charge du patient et dégager des actions. Merci. Super, bravo. La salle est en délire. Non, mais c'est très complet. Hein. Moi, je dois dire, je pense qu'on a bien fait de voter pour ce projet et je nous en félicite. Et bon courage parce que la tâche est vraiment d'ampleur. Et vous avez bien fait de vous entourer d'expertise, notamment sur le dépouillement statistique. Avoir des pros dans le domaine, là, c'est un bon réflexe, je pense. Donc, vraiment, les questions. Merci Catherine et Manon. Pour les statistiques, si vous n'avez personne, les mardis peuvent aider. D'accord, merci. La personne est là à côté de moi. Merci d'avance. Elle s'appelle Den. Ah, d'accord. Non, parce que Den avec un masque, on a du mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur ce projet associatif? Il n'en fallait qu'un, il n'y en avait qu'un. Et bravo. Merci. La vie, c'est des choix, hein, c'est terrible. Hein. À partir du moment où ils sont bons, et on vient de le voir, il n'y a aucun problème. On est ravis. Voilà. Normalement, on a la pause maintenant, mais pour des